suite. 1, 2, 3, on est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Ntoyi, qui est l'hôte du podcast La Percée. Tu me corriges? Yes. Je suis trop Yes, non, content de c'est te ça. recevoir. Ntoyi, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, écoute, je m'appelle Ntoyi, je suis l'hôte du podcast La Percée. Donc, c'est un podcast dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès, comme j'aime dire, en tant que danseur, musicien et web entrepreneur. Toi, tu as un profil, t'as un profil assez particulier, marketeur, mais moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui met le marketing au service de son art. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà, toi, avant d'arriver sur la partie marketing, c'est quoi ton parcours? C'est quoi déjà ton art? Waouh. Il y a plusieurs arts. Je suis danseur et musicien. Donc, la musique, avec tout ce que ça implique, du point de vue production, du point de vue composition, du point de vue écriture, du point de vue toutes les phases de la musique. Je suis également danseur et je fais pas mal d'autres choses. Yes, yes. Comme moi, je t'ai dit dès le départ, j'ai entendu parler de toi pour la première fois via l'interview que tu avais fait à l'époque pour Jean-Luc. Et c'est de là que je suis allé un petit peu checker ce que tu faisais. Et je Ouais, me suis rendu compte que ben, c'est la partie marketing, infoprenariat, parce que tu vois, aussi de la formation, on va en parler justement. ouais. C'est la partie émergée de l'iceberg Mmh. et derrière, tu es beaucoup plus un passionné. Et j'aimerais que tu déjà commences par nous parler peut-être de ton parcours. Comment est-ce que tout a commencé? Déjà, c'est quoi que tu étais originaire de Paris? Tu viens de Paris, c'est Ouais. ça? Écoute, moi, je suis né à Nancy, donc je suis de Lorraine à la base. J'ai très peu vécu là-bas, donc je connais peu, bien que maintenant, en ce moment, je suis à Metz. J'ai habité la plupart de ma vie à Paris, donc j'ai grandi en région parisienne, notamment dans le 92, à Saint-Cloud, à Rueil-Malmaison, à Garches, essentiellement, et tout a commencé dans une ville que l'on appelle Maison-Alfort. Non, c'est pas ça. Comme Thomas les Gigel. Quand même si Solar. Mais non, non, c'est pas. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais savoir? C'est quoi peut-être ton parcours scolaire déjà? Qu'est-ce que tu as comme background? Ouais, bah écoute, moi j'ai une licence de droit, donc j'étais prédestiné, enfin pas prédestiné, mais j'étais sur le point d'aller être juriste, je sais pas, d'entreprise ou je sais pas trop ce que j'allais faire. Je suis parti en droit parce que je m'étais dit que bon, bah écoute, au bac ça s'est pas trop mal passé. On me dit que j'ai des compétences, donc je vais voir comment est-ce que je peux pousser dans mes études. Étant donné que quand j'étais au collège, c'était plus compliqué, j'avais pas des très bonnes notes, c'était un peu plus incertain pour moi. Donc quand j'ai vu que j'avais des bonnes notes au lycée, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va voir jusqu'à où est-ce que je peux aller. Je vais faire des études supérieures. Je me suis lancé dans le droit. J'avais des bons résultats, mais c'était pas pour moi. C'était pas ce qu'il me fallait en ce moment dans ma vie. J'ai toujours eu cette vocation artistique slash entrepreneuriale. Du coup, je me retrouvais pas en droit. Je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout de la licence. J'ai fait une année sabbatique où j'ai voyagé, où j'ai fait de la musique, où j'ai fait pas mal de projets, des comédies musicales, etc. J'ai essayé de revenir après mon année sabbatique, mais je suis resté à la fac peut-être 2 semaines et j'ai dit, c'est mort, je reviens plus. Et me voici. Ben, est-ce que avant tu avais déjà, c'était quelque chose que tu pratiquais déjà de la danse? C'est quelque chose que tu faisais peut-être comme ça passionnellement ou peut-être plus professionnellement je veux dire avant que tu ne commences à le faire vraiment de façon à plein temps, quoi. Yes, bah écoute, concernant la danse, je danse peut-être depuis que j'ai 8 ans, 9 ans. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi. En fait, tout a commencé le jour où j'ai découvert Michael Jackson, tout simplement. Et j'étais enfant et les gens qui m'ont connu enfant savent que bah, je passais mon temps à danser, à faire les chorégraphies dans la cour de récréation, puis que j'ai grandi et que plus les moyens se sont développés, notamment avec YouTube, etc., plus j'ai commencé à m'exposer, à mettre mes choses en ligne. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai véritablement grandi. C'est une partie intégrante de ma vie. Donc, j'ai commencé avant les études, j'ai commencé avant tout. Ça a toujours été la musique et la danse.
C'est vrai que sur Internet, on trouve plein d'extraits de tes pas de danse qui datent d'il y a 10 ans même parfois. Et je crois qu'il y a des trucs de 2009, Ouais, 2010. Ouais, c'est… ouais. Et Avec encore, ça, des… c'est jeune. Ah, ça veut dire qu'il est encore plus vieux que J'ai ça? encore plus vieux, je peux remonter jusqu'à 2003. Non. Si. Mais ça, je le réserve pour la postérité, qu'on faudra sortir du lourd pour faire, pour émouvoir, mais je peux remonter jusqu'à 2003. Ah, c'est ouf. Ok. Et c'est quoi la transition en fait entre ce projet passion artistique et la partie marketing? Parce que c'est pas forcément où on t'attend, tu vois. On s'est dit que ben, Ouais. c'est un passionné, forcément tu vas être à fond sur tout ce qui est artistique, même si on sait que c'est pas toujours financièrement viable pour des personnes créatives comme toi. Comment Ouais. est-ce que la transition s'est faite? Il y a plusieurs choses qui ont motivé cette transition. Une des premières choses, déjà, ma musique, il fallait bien que je la vende. Mes concerts, il fallait bien que je les vende. Et ce qui est particulier, c'est que, attends, je vais mettre mon. Est-ce qu'on peut faire une pause 2 secondes? Tu couperas là, Ne je vais t'inquiète peut-être pas, mettre mon. te mets pas Je vais tranquille, mettre mon ordi à charger. pas de souci. Et aussi, autre chose, il est en train de surchauffer. Donc, c'est pour ça que je tiens le micro hyper loin. Comme ça, Ah on ouais, l'entend d'ici. Comme ça, tu auras un son pas trop. ok, c'est good. Hop là. Je pense que c'est parce que je lance en même temps un logiciel de musique et Zoom et plusieurs trucs. Je kiffe pas trop. Hop. Yes. Yes, tu étais en train de vouloir raconter comment, comment la transition s'est faite, même si je pense avoir ma petite idée, mais je suis pas sûr que c'est exactement ça. Ouais. Bah, écoute, il y a plusieurs choses qui ont motivé cette transition. Déjà, quand tu fais de la musique, c'est pas juste faire la meilleure musique, il faut aussi savoir la marketer, il faut aussi faire des concerts, il faut aussi gagner des sous. Et du coup, c'est quelque chose que je faisais. Je n'avais pas l'impression que c'était du marketing. Pour moi, bah, je faisais le travail. En fait, c'était du marketing. Il fallait Qu'est-ce que persuader tu les gens de faisais venir. concrètement? C'était quoi, par exemple? Comment est-ce que tu faisais pour amener, comme on dit souvent dans le jargon du lead, pour amener le maximum de personnes qui pourraient potentiellement acheter soit peut-être des CD si c'est ce que tu vendais à Ouais, l'époque, ou alors ouais. des places de Bah, concert? Bah, écoute, déjà, il faut savoir que mes concerts, je prenais énormément de risques pour les faire. Je me mettais dans des conditions pas possibles où je devais donner des cautions. Et si la caution, si il y avait un nombre de places qui n'était pas rempli, je perdais beaucoup de sous et j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Donc, c'était compliqué. C'était des sous que je n'avais même pas. Tu vois. Donc, je n'avais pas le choix déjà de vendre. Je n'avais pas le choix déjà. Premièrement, je me disais, ouais, non, c'est mort. Je ne donne pas de l'argent à cette compagnie, à cette production. Je vais clôturer la salle. En gros, je vais la vendre, je vais la sold out. Et ce que je faisais, en fait, souvent, pour générer du lead, on cherche plein d'idées, plein de trucs, publicité Facebook, nanana. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et ça, on a tendance à oublier tellement que c'est évident. On connaît tous des personnes avec lesquelles on est parti à l'école. On connaît tous des personnes avec lesquelles on a été à l'église, à la mosquée, je sais pas, à la synagogue. On connaît tous des personnes avec lesquelles on a fait du scoutisme. On connaît tous des personnes avec qui on a fait du foot, des parents, des professeurs. Bah déjà, tu prends juste ton téléphone portable et tu contactes ces gens. Donc, tu les contactes intelligemment. Tu essaies de faire en sorte de ne pas les contacter seulement quand tu as un truc à vendre. Tu entretiens la relation. Et après, bah, ces personnes-là, elles vont souvent venir avec un ami, un mari, un enfant, etc. Et au final, bah, c'est comme ça que je me suis pris. J'ai tout simplement commencé par les gens que je connaissais. J'ai commencé, on appelle ça la power base, donc ma base Mhm. de puissance. La relation était déjà créée, dans le sens c'était des gens qui me voyaient, qui savaient qui j'étais, qui m'appréciaient d'une manière ou d'une autre. Et du coup, déjà, tu avais tout l'aspect confiance qui était déjà installé. Alors que quand tu veux générer des leads ou des prospects, bah, il faut, la personne, elle ne te connaît pas. Comment est-ce que tu fais pour qu'elle te fasse confiance? C'est pas évident, c'est tout un travail, c'est tout un art même. Et là, justement, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je commence par ma power base, par les gens qui me connaissent. Et après, ces gens-là venaient avec de nouvelles personnes qui, après, au fur et à mesure, sont venus avec de nouvelles personnes quand le travail était bien fait. Et puis, au final, ça a créé une base, en fait. Ça a créé des gens qui venaient au concert et c'est comme ça que je vendais mes produits, enfin mes services plutôt. Ça, Ouais, ça a été une des solutions. prestation de service dans le cas de…
de ce que tu faisais dans Ouais, l'artistique, la danse. il y a eu ça. Et ça, c'était un modèle, ça, c'était une source de revenus, donc les concerts. Après, si tu veux qu'on parle de marketing ou de cash flow, un autre truc que je faisais, c'est que je donnais des cours. Je donnais des cours de guitare. Et pour mes cours de guitare, j'utilisais la publicité Facebook pour générer des prospects. Mhm. Donc, ce que je faisais, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de marketing ou si ce n'est pas On va en trop. parler, on va en parler peut-être avant. Est-ce que tu as un cas concret? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du Ouais, premier event ou l'event qui t'a le plus marqué, qui t'a organisé, surtout à tes débuts, avant que tu ne rentres dans le dur du marketing et peut-être infoprenariat slash podcast après? ouais. Le premier qui me vient à l'esprit, c'était il y a 10 ans, aujourd'hui. J'ai fait un plateau avec le rappeur slash slammer Abdel Malik Ah, euh, j'adore. en Poète, moi j'ai envie de 2010, dire poète moderne. poète moderne. Ouais, Le, j'adore ce qu'il le, fait. le noir à l'épée. Et c'est un événement mais il le sait parce que je le répète tout le temps, il le sait, mais qui m'a marqué parce que j'étais relativement jeune. Je suis jeune, hein, en fait. Bon, même si je commence à prendre de l'âge, je suis quand même jeune. Et j'étais sur. On peut dire quel âge tu as, hein? J'ai 26 ans. Pouah, t'es super jeune, t'es même plus jeune que moi. Ah bah voilà, donc j'ai 26 ans. Et du coup, il y a 10 ans, j'avais 16 ans et je me suis retrouvé sur un plateau à poser des questions à Abdel Malik. On avait une conversation, un peu comme on est en train d'avoir une conversation, toi et moi, on parlait juste. Je disais, ah, mais comment est-ce que tu as fait pour faire ça? Et en fait, il y avait des milliers de personnes, des milliers de jeunes du monde entier qui étaient là, qui nous écoutaient parler, avec les écrans, la télévision, etc. C'était hyper cool parce que je suis parti chercher Malik chez lui. Du coup, on a fait tout le trajet en conversation. Enfin, c'était vraiment un moment privilégié avec quelqu'un dont j'achetais les CD, quelqu'un dont j'écoutais les interviews, quelqu'un que j'admirais profondément et que je continue toujours à admirer d'ailleurs. Ça, c'est un événement qui m'a marqué, d'autant plus que cette journée-là, j'ai aussi fait la première partie du groupe qui passait juste après Malik. Donc, c'était deux en un. En fait, c'était une journée. L'après-midi, je suis avec Abdel Malik. Le soir, je suis en première partie et tu as des milliers de personnes. C'était ma plus grande salle et c'était incroyable. La même année, j'ai dansé au Palais des Sports de Beauvais. Donc là, c'est un palais des sports. Donc c'était assez fort. En fait, je me disais, attends, je suis en train de vivre des expériences incroyables. Mais non, je crois que je me rendais pas vraiment compte à l'époque. Ouais. Et c'est maintenant avec le recul, quand je vois toutes les archives, je me dis, ah, quand même, C'était moi. je suis content d'avoir osé. Ouais, top. Et du coup, c'est vrai que ma question était plus dans le sens de un truc que tu aurais toi-même organisé avec tes propres frais, avec tes D'accord. propres risques. Est-ce Yes. que, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ça? Peut-être, ça, j'imagine, ça devait être de grosses sueurs, D'accord. des nuits blanches. Est-ce que Yes. tu peux me parler de ça? Bah écoute, oui, on est dans un podcast qui s'appelle Débrouillard, donc on va parler de débrouille. C'était un concert qui devait avoir lieu, qui a eu lieu en octobre 2015 au Bateau Phare. Mhm. Donc, pour ce concert, déjà, il y avait une caution. Donc, j'ai fait un chèque. Et je sais même plus, mais c'était un chèque. J'étais pas bien en le faisant. Déjà, je me dit, waouh, c'est compliqué. Mais c'est de l'argent qui sort sans que tu ne sais même pas si tu vas vendre des tickets. Non, je sais pas. Mais eux, ils ont leur garantie, en fait, que je vende ou que je vende pas, ils gagnent. En fait, donc T'encaisses, c'était ouais. un contrat. C'est un contrat que je referai sûrement plus aujourd'hui. Du moins, je mettrai des clauses qui sont quand même un peu plus, qui me protègent un peu plus. Yes. Et c'était ça, comme je te disais, j'avais la pression fallait que je vende les tickets, sinon j'allais avoir une caution qui partait. Et en plus de ça, il fallait que je recrute des musiciens. C'était la première fois que je le faisais, j'étais seul, il fallait que je fasse tout le travail de management aussi, parce que tu Mhm. vois, on pense juste que la musique, on fait de la musique, mais non, là, quand tu gères des musiciens, c'est du management, c'est des ressources humaines, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Tu dois convaincre les gens de venir à l'heure, tu dois faire en sorte qu'ils aiment le projet, tu dois faire en sorte qu'ils soient carrés, qu'ils donnent le maximum de leur capacité. Fallait payer les salles de répétition, fallait tout sortir. Donc à l'époque, j'avais deux boulots. J'avais deux boulots pour payer les répétitions. Donc la journée, j'étais animateur en zone de loisirs. Mhm. Après, le soir, je courais à Gennevilliers parce que je devais monter. J'étais directeur artistique pour un spectacle de danse. Et après, dès que j'avais fini ce projet de directeur artistique, eh ben, je recourais chez moi et je donnais rendez-vous à mes musiciens, surtout mes choristes, peut-être à minuit ou 1 heure du matin chez moi, et on répétait jusqu'à pas d'heure. Et ça a été comme ça un petit quelques temps. Ouais. Et du coup, fallait vendre le concert, fallait faire de la promotion, et là, c'était.
c'était quasiment à mes frais puisque là, c'était soit je vends, soit bah, je rembourse, quoi. Et il était c'était hors de question. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que à la fin, à la fin de l'histoire, est-ce que tu as pu rentabiliser ou du moins se rembourser, ne serait-ce que… Ouais. Bah, écoute, j'ai pu rembourser. J'ai même fait beaucoup plus d'entrées que ce qui était demandé. C'était vraiment, vraiment, vraiment plein. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aussi, c'est que, en fait, quand les gens t'aiment bien et qu'ils croient en toi, les gens peuvent donner beaucoup plus que ce que tu attends et que ce que tu demandes. C'est-à-dire que j'avais fait un business model, j'ai commencé à lire des livres de business et j'avais appris pour le business model qui s'appelle le pay what you want, en gros. Donc, la place de concert, par exemple, elle était à 10 euros, mais si tu voulais, tu pouvais mettre autre chose, tu pouvais mettre plus. Et du coup, je me suis retrouvé avec des gens, en fait, qui mettaient 100 euros pour une place de concert. Tu vois le Ah, truc? c'est un peu comme les spectacles de rue là, où C'est ça. le mec il dit ce spectacle est normalement à huis clos, dans une vraie salle de spectacle, ça coûte peut-être 10 euros, mais vous Yes. pouvez mettre ce que vous voulez et puis tu te retrouves avec des tickets. C'est pas mal l'idée. Tu avais quel âge en ce moment-là encore? 21 ans, 22 ans, je sais plus. Donc Excellent. c'était du pay what you want. Et du coup, ouais, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait des virements, qui m'ont rajouté des choses. Et du coup, ben, c'était intéressant. Ça m'a permis de créer de l'histoire avec ces gens-là, parce que Mhm. c'était vraiment des super fans. Et en plus de ça, ça me permettait de financer les répétitions et d'avoir un peu un pécule au cas où, quoi. Et pour te répondre, ouais, le concert était complet, ça s'est hyper bien passé. Et j'ai beaucoup appris. Excellent. C'est vrai que j'ai déjà envie d'entrer dans le dur sur la partie marketing, mais je suis sûr que cette question, ça pique aussi les autres. Comment ça se fait que toi, tu te retrouves en train de produire tes propres spectacles, tes propres créations? Je veux dire, comment… Ouais, Et en plus, tu as parlé tout à l'heure, vite fait, là, de directeur artistique. Ça veut dire qu'il y avait déjà ouais. une vraie expertise qui était là. Comment est-ce que ces compétences-là, tu les acquiers, surtout à l'âge, à peine dans la vingtaine? Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ton adolescence, en fait? Ça veut dire que tu étais entre l'école et toutes ces 400 000 choses en même temps. Ah mec, tu te débrouilles en fait. C'est vraiment ça, tu te débrouilles. Je m'étais fait un peu la patte au lycée où souvent j'organisais des soirées, j'étais à l'initiative de concerts un peu c'est pour des associations ou pour des événements ou pour des voyages par exemple. Dans ma classe, on était plusieurs à pas pouvoir payer un voyage en Italie, c'est à Florence et tout. Et du coup, bah, j'étais venu avec l'idée de, bah, écoutez, on n'a qu'à faire un concert, un concert, je sais pas, on a une salle pour faire des concerts, on n'a qu'à faire un concert. Mhm. Et du coup, bah, j'étais parti sur ça, j'étais parti convaincre les personnes. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait déjà au lycée, en fait. Et au lycée, bah, j'étais là, dans la cour de récréation, à aller voir tout le monde, à créer des relations, à leur dire, bon, écoute, la place, elle est à 3 euros, est-ce que tu veux venir? Allez, bon, si t'en prends deux, je te fais un prix. Je sais pas si j'étais censé faire ça, tu vois, mais au final, au final, Ouais. la salle était extrêmement pleine et on est tous partis en Italie. Donc, c'est des choses comme ça où bah, j'ai vraiment, vraiment appris sur le tas, en fait. Et après, arrivé à un âge de jeune adulte, donc arrivé dans la vingtaine, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à à suivre, à avoir des modèles comme Ryan Nestle, le rappeur, chanteur, producteur, créateur de Superfan Ryan Nestle. Je m'inspire un peu de son business model. J'ai aussi eu des artistes comme Nipsey Hussle, paix à son âme, dont je m'inspirais. Je regardais un peu ce qu'il Ouais, faisait. Nipsey, je vois un petit peu son business model. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a le rap, mais autour de ça, c'est un peu comme son business satellite. Et il a plein de trucs là qui gravitent autour justement de son satellite. Notamment, il avait sa boutique, truc là, Ouais. là où il s'est justement fait tirer dessus. Et d'autres trucs qui tournaient autour de cela. Mais le Mhm. nom que tu as cité avant, je ne sais pas très bien qui c'est. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui c'est et Ouais, à quoi est-ce que, vu que ton business model ressemble à ce qu'il fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? dans une certaine mesure, dans une certaine mesure. Ryan Leslie, c'est un chanteur-producteur qui a fait Harvard, qu'il avait peut-être 15 ans ou 16 ans, donc c'est très jeune, très, Mhm. très smart, très intelligent. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il ne possédait pas ses fans, dans le sens où il n'arrivait pas à créer une véritable relation avec ses fans. Et pour lui, il fallait qu'il soit en contact direct avec ses fans, qu'il puisse vendre directement sa musique à ses fans, qu'il puisse créer une véritable relation avec les gens qui le soutiennent.
Là, tu Alors que parles du très, fait que lorsqu'il était en maison de 10, c'est là où le parallèle. bah ouais, quand tu sais, quand tu es en maison de disque, après, j'ai jamais été en maison de disque, donc peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais en fait, Mhm, il y a beaucoup d'intermédiaires, et puis c'est la maison de disque qui va distribuer ta musique. Et à l'époque, avant Instagram, tu n'avais pas forcément d'autres moyens, à mhm. part de. Et du coup, Ryan Nesty, il a créé des solutions, et il a créé tout son business model justement pour que les artistes puissent vendre directement leur musique, leurs prestations à leur communauté. Et du coup, moi, j'avais compris la Sans passer puissance. par des maisons de disques, en fait, en indépendant. C'est juste toi et ton téléphone et la manière dont tu gères tes relations. Ok, c'est intéressant. Et, et voilà, donc je m'étais inspiré de ça. Je m'étais dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais créer mes relations et c'est comme ça que je vais leur vendre ce que je propose. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que j'ai appris. Ça a vraiment, vraiment été sur le tas, quoi. Intéressant. Et aujourd'hui, justement, dans Ouais, cette partie artistique, c'est quoi que ouais, tu vends en fait? C'est de la presta pour du spectacle ou là, avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as fait écouter en exclu un petit extrait d'une de tes créations. Est-ce que ouais. Parle-nous un petit peu du produit artistique en lui-même. C'est quoi que tu vends Yes. aujourd'hui avec la maturité que tu as atteint? Bah écoute, pour l'instant, aujourd'hui, je vends pas grand-chose du point de vue musique. La musique, en fait, elle est plus là dans une logique globale, dans une stratégie globale. Là, ce que je vends plus, en fait, c'est moi, tout simplement, c'est du personal branding. C'est que ouais, c'est le Ntoi qui est musicien, qui est podcasteur, la personnalité que tu as envie de suivre pour voir jusqu'à où elle va aller, jusqu'à où, et pour que tu puisses être inspiré à suivre ta propre voie. Donc, c'est plus ça que je vends. Néanmoins, je commençais à réfléchir justement pour la deuxième partie de 2020 à comment est-ce que j'allais revendre ma musique et j'étais venu avec des idées que j'allais commencer à implémenter. Mais là, toute la situation qu'on vit actuellement avec le Covid, etc., Ouais. bah, ça a fait que On bah, j'ai un rappelle peu. pour ceux qui vont suivre l'interview après, nous sommes en plein confinement, nous sommes en mars, 23 mars, Ouais, donc c'est la période de confinement pour ceux qui vont écouter plus tard, donc tout est ouais, fermé. ouais. Mais je commençais à avoir un plan. Et en fait, moi, ce que je veux vendre, ce que je vais vendre concrètement, ça va être de l'événementiel. C'est-à-dire que je ne vais pas juste vendre des musiques, je ne vais pas juste vendre un concert, j'ai vraiment envie, en toute humilité, d'essayer de vendre vraiment une expérience musicale slash développement personnel, même si j'ai un peu du mal avec ce terme, mais vraiment que tu sortes de cet événement avec des choses que tu as appris et que tu as passé un bon moment et que tu as été diverti, mais en même temps éduqué. Tu vois, que c'est de l'edutainment. Tu vois, c'est vraiment une sorte de concept que j'aimerais implémenter pour moi et le ramener un peu plus en France parce que je pense qu'il a beaucoup de pouvoir. Et je veux le vendre en indépendant. C'est vrai que ça C'est-à-dire me que fait beaucoup penser à justement Abdel Malik parce qu'entre guillemets, c'est à peu près ce qu'il fait, quoi. C'est un artiste, mais vraiment ouais, artiste engagé jusqu'au bout. Je l'ai écouté ouais, justement dans une interview avec Grégory Puy, je sais pas si tu connais. ouais, Où il partageait un petit peu tout ça. Il y a un gros paradoxe dans ce que tu dis. J'ai l'impression d'écouter justement Abdel Malek on comprend un petit yes. peu pourquoi à la rencontre, on fait de l'influence par rapport à la rencontre que tu as eu avec lui il y a quelques années. Ouais, carrément, carrément. Donc là, la vision, c'est tout simplement de venir avec mes sous sur la table parce que ces contrats où tu te retrouves à faire des chèques de caution de malade et que enfin, les contrats bizarres, en fait, où tu n'as pas le contrôle et en Je plus, où comprends j'ai rien pas, en plus même. c'est ça, où tu comprends rien, c'est surtout ça, où tu comprends rien et où tu gagnes pas un euro, surtout, je veux plus les refaire. En fait, j'ai plus envie d'être payé en visibilité. Mhm. Seulement, du moins, c'est toujours intéressant le trafic. Tu le sais autant que moi. Mais j'ai plus seulement envie d'être payé comme ça. Donc là, j'espère pouvoir vendre prochainement, bah, c'est des concerts et les revendre comme je les vendais à l'époque quand j'avais 20 ans. Sauf que maintenant, je vais utiliser bah, les stratégies de marketing moderne. Excellent. C'est vraiment intéressant tout ça. Je veux dire, surtout pour les esprits créatifs. Ça, c'est pas juste pour les gens qui font de la musique hein, ou les gens qui Ouais, font de la danse. Ça peut ouais, mettre pour des beatmakers. J'ai reçu dernièrement aussi Willy Wallace qui est beatmaker. Toutes ces ouais, stratégies dont tu parles sont des trucs qu'on peut clairement implémenter dans tous ces différents projets passion. Et
j- est-ce que indirectement, c'est probablement toute cette expérience-là qui t'a amené dans le marketing pur parce que Yes. c'est une compétence. Tu l'as pas eu comme ça Ouais. d'une crête. C'est quelque chose que tu as acquis Non. avec le temps, mais c'est une Ouais. compétence que tu as mûri Ouais. avec le temps, mais indirectement parce que tu avais besoin de promouvoir ces projets passion par le passé. Ouais, carrément. Et c'est aussi une de mes amies qui m'a sorti une de ces phrases un jour qui m'a tellement marqué. Elle m'a dit: «Ntoi, étudie juste Taylor Swift». Elle m'a dit: «Les artistes qui réussissent le plus ne sont pas les meilleurs chanteurs, ce sont les meilleurs marketeurs». Bon, Taylor Swift, tu vas pas exagérons pas non plus. Taylor Swift, c'est pas non plus de la merde ce qu'elle chante. Non, elle est incroyable. Elle est incroyable. Après ça, Elle est magique. Pour ceux qui connaissent pas, elle elle a fait juste des milliards de vues hein, sur YouTube. Tous ses clips, ce sont des milliards et des milliards. Je sais pas combien de milliards elle est. Bon, même comme je sais qu'il y avait une petite polémique là dernièrement sur elle, sur le fait que mine de rien, à la fin, ce sont les maisons de disques qui gagnent quoi. Tu vois, par exemple, elle possède pas ses masters, tu vois. Et les non. masters, pour ceux qui ne savent pas, c'est je sais pas comment expliquer. Peut-être tu saurais mieux expliquer que moi. Je sais en tout cas que Ouais. Jay-Z, par exemple, il possède pratiquement tous ses masters et c'est grâce à ça qu'il peut être indépendant aujourd'hui Ouais. et toucher les, presque 100% des royalties des musiques qu'il a eu à Ouais. produire, c'est là 10 ans, 15 ans. Ouais. Je sais Ouais. pas, peut-être tu Ouais, peux non, mieux les masters, expliquer. c'est simple. C'est simple, c'est que bon, à l'époque, on aurait dit c'est que tu possèdes tes bandes en fait. Tu possèdes tes bandes d'enregistrement. C'est en fait un label, une maison de disques. Souvent, ce qu'ils font, c'est que pour que tu ailles dans le studio, bah, ils vont avancer les sous, tout simplement pour que tu puisses enregistrer. Et ils considèrent que puisqu'ils ont avancé les sous, ben, ce qui a été enregistré pendant la session, ça leur appartient. Donc, ce sont À vie, leurs en bandes. plus, faut le dire, à vie, ça veut dire, même après ta mort, la maison de disques, on continue de toucher des royalties en fait sur des trucs que tu as Ouais. enregistrés. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'artistes qui ont pas forcément négocié des bons contrats, qui ont souvent considéré qu'ils se retrouvaient dans des contrats d'esclaves, comme Michael Jackson, comme Prince ou même maintenant comme Taylor Swift, parce qu'après, ils veulent reprendre le contrôle de leur carrière. Mais non, en fait, il y a une clause du contrat qui dit que bah, tout ce que tu enregistres nous appartient et même ton prénom nous appartient. C'est des choses qui arrivaient avec beaucoup d'artistes. C'est que même ouais, le prénom, la marque déposée, je sais pas, Prince ou la marque déposée, bah, voilà, on a un exemple concret dans l'histoire de la musique, la marque Jackson 5, les Jackson 5, c'était un nom qui appartenait à leur maison de disques. C'était un nom qui appartenait au label, enfin à la maison de disques Motown à Mhm. l'époque. Et du C'est coup, incroyable quand ça. les Jackson 5 ont quitté la Motown, eh ben, ils ont dû changer de nom. Ils se sont appelés les The Jacksons. Tu vois. C'est Et Jackson, donc, c'est vrai. Je me rappelle de l'histoire, du coup. Je vois un petit peu le lien maintenant. ouais. Parce qu'ils n'avaient Donc pas c'est techniquement le droit d'utiliser ce nom, quoi. Donc c'est ça, et c'est ça le problème également que j'ai avec avec l'industrie de la musique, l'industrie du spectacle. Je trouve que ce sont des industries, moi, qui me correspondent pas du tout. Notamment, c'était pour ça que bah, j'étais parti en droit. Je m'étais dit, bon, au pire, je vais étudier la propriété intellectuelle. Comme ça, je pourrais défendre les artistes et comme ça, je rentrerai un peu dans le milieu en soum-soum, comme ça. C'était un peu la vision que j'avais à l'époque. Mais ouais, pour te revenir à ce que tu disais, le marketing, en fait, je me suis rendu compte que c'était la base, la base. Même avec le morceau le plus nul, même si tu fais Ouais. avec un bon marketing, tu le marketes, tu le mets devant les bonnes personnes et tu réponds à un besoin, entre guillemets, ou à une vibe des gens et tu peux t'en sortir et tu peux très, très, très bien t'en sortir. Donc, je ne l'ai pas appris seul, mais déjà, cette phrase, ça a été un déclic. Je me suis dit, ah ouais, je pense que je vais prendre très au sérieux cette histoire de marketing. Donc, j'ai commencé à acheter des livres. Je pense que l'un des premiers vrais livres de marketing que j'ai acheté, c'était le livre de Guy Kawasaki qui s'appelle, je ne sais plus, mais c'était son premier livre sur les réseaux sociaux. Je l'appelais avec un de mes potes le livre bleu, parce que la couverture était bleue, tu vois. Donc, on l'appelait le petit livre bleu. Et au final, bah, j'ai acheté de plus en plus de livres de marketing et aussi j'ai travaillé dans une boîte de marketing avec Une un marketeur agence, en ligne. Une agence de marketing, ouais. on peut citer ou vous ne pas? Je sais pas s'il voudrait que je cite, je sais pas, donc je préfère m'abstenir. Non, il n'y a Mais pas de souci. C'est juste pour voir, pour pouvoir à peu près ce que tu aurais pu potentiellement réaliser. Ou disons, on peut parler de ce que tu faisais là-bas. C'était une ouais, boîte, une agence générée comme on a l'habitude de voir, ou c'était quoi que vous faisiez comme prestation? yes, carrément. Mais écoute, cette boîte, elle était spécialisée dans la publicité Facebook.
Ah, et avant l'heure. Avant que ça devienne… là, on parle de quelle année, là, à peu près? c'était peut-être 2016, 2017. Wow, Donc, c'est avant l'heure, à mais pas avant l'époque, l'heure. Mais là, il n'y avait pas autant de personnes qu'aujourd'hui en 2020, par exemple. là, tu J'ai- pouvais j'aurais- encore faire juste des simples fiches produits, mettre un titre et tu balances comme ça sur les réseaux sans copywriting et ça vend quand même. Ouais, 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 ouais. Et du coup, ce que je faisais avec cette boîte, c'est que vu que cette boîte avait eu pas mal de résultats, elle avait commencé à créer des formations en ligne. Et du coup, j'étais closer. Donc, je vendais les Ah, la formations en ligne vente. pour cette boîte. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Je l'ai fait en tant qu'entrepreneur indépendant à mon compte, comme je l'ai fait Et là, tu étais payé aussi probablement tu avais un fixe comme… et tu avais aussi un variable que tu prenais sur les ventes que tu faisais, j'imagine. Ouais, entrepreneur, c'était à la commission. C'était juste moi, bah, je Ah, il n'y mange avait ce que même je pas de vends. fixe? Non, commission. Tu es obligé de vendre en Commission, fait. commission en pourcentage. Mais à l'époque, j'étais animateur aussi. Ah ouais, Et tu avais un… je donnais encore des cours de danse. Donc, c'était de l'argent de poche. Enfin, du bon argent de poche, mais c'était de l'argent de poche. Mais c'était Et la meilleure école. Pour moi, je pense que la vente, il n'y a pas meilleure école que la vente. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez. ouais, Mais si tu essayes de regarder, peut-être il y a de cela 10 ans, toutes les personnes qui ont commencé par la vente, même après, en sortie d'école ou avant, euh, ouais. ils ont forcément créé un gros truc derrière, quoi. Sauf si la personne était un petit peu pas très, Ah, mais très… ouais. Ah non, 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 mais c'est hyper formateur. Donc, du coup, j'ai passé mon temps à vendre et en même temps, j'apportais ma vision en termes de stratégie, en termes de copywriting, en termes d'idées, en termes de création de contenu. Du coup, j'ai beaucoup appris. Mhm. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à contrer les objections. J'ai appris à C'est la boîte qui présenter. t'a formé justement pour ça ou c'est toi Ouais, qui devais ouais, ouais, ouais. créer c'est la boîte et tu avais déjà une certaine maturité pour tout ce qui était closing, par exemple au niveau des scripts et tout. C'est toi qui as dû faire des recherches pour structurer tout ça à l'intérieur. Non, 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 non. Le gars, le boss, il est venu il est venu avec ses scripts. Il m'a parlé des objections. Il m'a parlé des… J'ai vraiment été formé pour le coup. J'ai vraiment été formé. Après, moi aussi, ça a toujours été comme ça. Quand j'étudie quelque chose, même si tu me formes, je vais toujours étudier de mon côté. Je vais aller Hmm. voir ailleurs, entre guillemets. Comment ça Je se vais fait? acheter des livres, je vais acheter des formations. Donc, j'avais les deux combinés. Donc, en gros, je suis le mélange de ce que j'ai appris avec cette boîte et aussi tout ce que j'ai appris en même temps et après mon travail avec cette boîte. Et ça a été salvateur. Je crois que c'est l'une des plus grosses compétences que tu puisses avoir à la vente, même avant de chercher juste à faire de la publicité sur Facebook Ouais. ou est-ce que c'est mieux d'être sur System.io ou Shopify ou nanana ou LinkedIn ou Facebook. En fait, non, En vendant le produit de l'autre, par exemple, tu peux déjà acquérir juste beaucoup vendre, d'expérience. apprendre à vendre, apprendre à te prendre des noms, apprendre à ce qu'on te dise ouais, non, bam, c'est hyper formateur. Donc, Prendre à du coup, c'est comme… écouter. Ouais, clairement. Hmm. Apprendre à écouter, ouais. Ouais, c'est cool tout ça. C'est quoi que tu vendais comme produit? C'était des formations en ligne. Au début, Toujours dans le ça même devait être… domaine? Ouais, c'était des formations en ligne, toujours dans le marketing, en gros. Mhm. Ouais, ouais. Des formations des formations sur la publicité Facebook. Il y avait du dropshipping aussi dedans. Mais c'était surtout essentiellement de la publicité Facebook. Ok. Ah, Mm. cool. Donc, tu rentres dans ça, c'est là où tu roules un petit peu ta bourse. Et Ouais. est-ce que là, c'était vraiment dans la même logique, j'ai envie d'apprendre le maximum de trucs pour mettre cela au service de mon art aujourd'hui, ou c'était en mode, ben, il fallait que j'aie des sous en plus? Il y avait les deux. Il y avait les deux. C'est-à-dire que quand ça arrivait, c'était dans une période qui était obscure. C'était une période de down financier. Enfin, c'était pas évident. Sauf que en toute période, bah, j'ai toujours essayé de bien entretenir mes relations, etc. Donc, du coup, bah, ça a facilité beaucoup de choses. Et même dans les moments les plus durs, juste le fait d'avoir entretenu des relations pendant des années, tu peux t'en sortir, en fait. Et Mhm. c'est ça qui s'est passé. Et du coup, bah, j'ai commencé à bosser avec cette boîte parce que je faisais juste des recommandations. Je disais, ouais, bah, écoute, si tu as besoin de ça, bah, n'hésite pas à contacter ce mec. Je sais que c'est ce qu'il fait. Et en fait, naturellement, bah, les gens commençaient à acheter, en fait. Et le gars m'a dit, mais attends, mais vas-y, viens, hein, viens, on travaille ensemble. Tu vois, si on continue, je te fais je fais tel pourcentage. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Mais je me disais toujours, je fais ça pour la musique, je fais ça pour la scène. C'est-à-dire que le marketing, tout ce que j'ai appris, c'est des choses qui vont me servir. Même
le fait de savoir faire un contrat, le fait de comprendre un peu la propriété intellectuelle et ce genre de choses-là, ce sont des choses qui me servent concrètement aujourd'hui. Et tout est dans le but d'une carrière artistique. Tout, 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 tout. C'est ça la vision. Et je prends tout pour nourrir ce projet-là, ce rêve que j'ai depuis enfant. Et si j'apprends toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai lu énormément d'autobiographies. Bah, regarde, bon, je ne sais pas si ce sera filmé, mais là, je suis en train de lire l'autobiographie de Sting, les mémoires de Sting, de Police, Mhm. justement parce que depuis, je suis passionné par l'histoire des artistes, je suis passionné par leurs erreurs, les choses pour lesquelles dans lesquelles ils se sont fourrés, les problèmes qu'ils ont eus. C'est Sting, le Britannique, non? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, j'apprends de toutes ces erreurs-là pour justement éviter de les faire en quelque sorte. J'en ferai d'autres, mais au moins j'ai moins de chances de faire celle-là. Pas top. T'as fait combien de temps en agence? Ça a été l'histoire de quelques mois, hein. Ça a été Hmm. peut-être 6 mois, 9 mois, je ne sais plus exactement. Yes. Mais Et c'était non-stop. Et après, je travaillais en télétravail et c'était en plus, non-stop. c'était en remote. Ah, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais été dans une boîte, entre guillemets, donc les vraies boîtes, pas juste Vraie boîte animateur, mais traditionnelle, ouais. vraie boîte traditionnelle. J'ai jamais été pour l'instant, enfin, et j'ai pas trop envie. Bon, après, on sait pas de quoi la vie est faite, mais j'ai toujours travaillé C'est pas trop le moment non plus avec le corona. ouais, 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 ouais. Donc j'ai toujours travaillé en remote, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite? Lorsque tu quittes, par exemple, lorsque tu quittes cette agence, est-ce que tu sais Ouais, concrètement ce que tu vas faire? Est-ce que c'est parce que non, tu en as ras-le-bal? je sais absolument pas ce que je vais faire. La personne avec qui je travaillais dans cette boîte a décidé de la fermer littéralement Ah, c'était pas ton gré. Non, 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 il a décidé d'arrêter je dirais pas du jour au lendemain, mais il m'a appelé un jour, enfin, on s'est vu, et le jour même, il m'a dit, j'arrête, tu vois. Donc, du coup, je me suis retrouvé, bah, il a fallu faire une transition. Après, le gars a été cool, il m'a dit, tu sais quoi, je te laisse un mois comme ça, pour faire ci et tout. Mais il m'a dit, j'arrête. Donc, moi, j'ai dû me prendre, j'ai dû me débrouiller. J'ai dû me débrouiller. On reste dans le thème du podcast en tout cas. J'ai dû Ok, me débrouiller. yes. Et aujourd'hui, on a cité des activités dans lesquelles tu es déployé actuellement. Et Ouais. aussi, tu as lancé le podcast, la percée. Quand est-ce que tu lances la percée? Je l'ai lancé en mars 2018. En mars 2018. Ok, ouais, ça fait quand même pratiquement 2 ans. Et comment, pourquoi est-ce que tu lances un podcast? Est-ce que déjà avant, est-ce que le format podcast, c'est quelque chose que tu consommais? Est-ce que tu consommais des produits podcast avant? Absolument pas. Comment ça s'est fait le podcast? Le podcast, il s'est fait à une période où j'avais besoin de créer des choses, de me lancer dans des projets de taré. Et en fait, justement, à cette époque, avec un pote, pote, voilà. Pour ça, c'est parce que je suis musicien, j'aime bien les schémas de rime. Enfin bref. Je les relève à chaque fois, pour moi. On s'était dit, tu sais quoi, mec? Viens dans 3 semaines, on part en tournée. Non, viens cet été, on part en tournée dans toute la France. C'est le truc complètement déraisonnable. On s'est dit, tu sais quoi, on va faire des sous, on va partir en tournée, on va kiffer, on va vivre notre meilleure vie. Donc, on a commencé à monter un projet entrepreneurial sur ça. On s'était dit, c'est quoi, on va vendre des concerts, on va vendre une tournée. Et waouh! Et c'était l'année de la Coupe du Monde. Donc, on s'est très Oh, vite heurté à des noms parce que non, les gars, en fait, c'est mort, c'est la yeah. Coupe du Monde, Vous êtes faites ça mignon, l'année mais prochaine. ça va pas le Voilà. faire. Et en fait, on avait déployé tellement d'énergie, on était tellement motivés à créer quelque chose, à lancer dans un projet de fou qu'on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, bah, faut qu'on documente ça pour la postérité. Et mon pote m'a conseillé, il m'a dit, tu sais quoi, toi, tes vidéos, en fait, tu regardes pas trop la caméra, on dirait plus des podcasts, tu parles juste, en fait, la caméra, elle sert pas à grand chose, tu es juste là à parler. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais lancer un podcast. Et j'ai tenté, ça ressemblait à rien, ça ressemblait vraiment à rien. Mais je me suis lancé comme ça, puis j'ai continué, puis j'en ai fait 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 100, Mais 120, est-ce que tu savais de 150, quoi tu et allais ainsi de parler suite. en avance? C'est Non, pendant que tu as commencé à peaufiner au fur et à mesure. Le... j'ai changé de nom. Le but du podcast à la base, c'était juste de documenter la tournée. C'était de Ah, ok. documenter, ok, alors là, on C'était se quoi le prépare. nom avant? Je l'avais appelé le show de Ntoyi.
Ah, ok, là, c'était vraiment axé sur toi, quoi. C'était, ouais. C'était axé sur moi. Après, je l'ai appelé la percée de Ntoi. Donc, c'était encore axé sur moi. Et après, j'ai enlevé le Ntoi. J'ai dit, c'est quoi? C'est la La percée. percée, c'est vrai que ça Et frappe quand même là. C'est plus. c'est ça. Bien que, si on parle en termes, tu vas me dire ce que tu en penses, mais du point de vue marketing, Mhm. c'est pas ce qu'il y a de plus référençable. Mais en fait, je voulais quelque chose d'assez poétique, d'assez figuré, quelque chose qui laisse assez Ouais, mais moi, place à il y a, l'imagination. il y a beaucoup d'écoles hein, sur ces sujets-là. Enfin, si on retourne 20 ans en arrière, dans la fin des années 90, Google, ça veut rien dire non plus. Donc, Ouais, tu as pourtant, raison. c'est la référence aujourd'hui, tu vois. Très, très bon exemple. Ouais, Super. je suis un petit peu dubitatif sur le sujet. Moi, je suis plus Ouais. sur les principes de faciliter au maximum la tâche aux gens au niveau de la prononciation et au niveau de la longueur. Yes. La percée, bam, ça frappe et puis c'est dit quoi. Je pense que ça fait le taf. Moi, ça me frappe en tout cas. Bah, parfait. Que ça te frappe. Ok. Ok, good. Donc, l'idée, c'est de documenter justement cette aventure-là. Et Ouais. à quel moment, en fait, le tipping point, là, à quel moment ça devient un truc où. euh, Parce que là, tu n'as pas d'invité, j'imagine. C'est bien J'ai après que pas tu commences à d'invité. inviter. Ouais. C'est Ouais. vraiment un monologue où tu t'exprimes. Monologue. À Monologue ce complet. moment-là, tu parles de quoi? Tu parles, eh, aujourd'hui, on a fait ci, ça, on a fait, demain, on ira dans telle ville. Ouais, c'était pas loin de ça. Je parlais, je sais même plus trop ce que je racontais dans les premiers épisodes. Ça Mais existe encore, on après, peut retrouver encore les premiers ouais, je épisodes. les Ouais. laisse, je les laisse. Je suis tout le temps tenté de les supprimer parce que c'est n'importe quoi. Mais je les laisse justement pour la postérité et pour montrer que bah, on vient de quelque part en fait. Et que le plus Ouais. important, c'est de lancer et après, on verra, ça s'améliorera, on Ouais, je te corrige, on comprends. rectifie le Je tir. suis Et tenté c'était tout le juste temps pour ça. de supprimer moi aussi mes premiers Mais épisodes parce que ça ressemble à rien. Enfin, j'ai j'ai envie, l'impression ouais. que c'est bizarre, quoi. J'y arrive Mais pas, j'ai mais envie de bon. les supprimer de fou. Tu vois, comme je l'ai fait avec mes vidéos YouTube. Je suis sur YouTube depuis 2006. Pouah. 2007 plutôt. 2007, j'avais 13 ans. 2007, j'avais même pas d'ordinateur. Voilà, tu vois, donc c'était un autre monde. Je les ai supprimés, mais là, les podcasts, je les laisse juste pour la postérité. C'est juste pour ça, pour que s'il y a quelqu'un qui est hyper à fond dans ce que je fais ou qui cherche de l'inspiration ou je sais pas quoi, en Ah, il toute va y humilité, servir, hein. et ben là, il va être servi et surtout, il va voir que, waouh, on vient de quelque part. Yes. Ok, donc du coup, monologue, tu parles un petit peu de plein de choses en même temps. Et Ouais. c'est à quel moment, en fait, que tu commences à faire tu commences à inviter des gens? Je sais que parmi tes premiers invités, il y a un artiste que moi j'aime j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, Nutea. Euh, Ouais. Peut-être avant de parler de Nutea, à quel moment, en fait, tu décides d'inviter des personnes avec qui tu vas échanger et discuter? Je fais ça à partir du moment où je me rends compte que je suis souvent entouré de personnes hyper intéressantes. Étant donné que je suis dans le milieu artistique depuis que j'ai peut-être 13 ans, 14 ans, j'ai pu me retrouver dans des salles, dans des pièces avec des personnes qu'on voit à la télé ou des personnes qui ont vraiment une histoire à raconter. Mhm. Et je les voyais comme ça, puis pour moi, c'était normal, quoi. Mais après, je dis, ah, mais attends, quand même, c'est quand même X que j'ai devant moi et on est en train je suis à son anniversaire et on est en train de manger des gâteaux et voilà, quoi, quand même. Tu vois, pourquoi est-ce que je n'interviewerais pas ces gens dans mon podcast, en fait? Mais je passais pas trop à l'action. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à un événement en Belgique d'Olivier Roland. Peut-être que ça te parle, c'est un Ouais, entrepreneur. Le Ouais. système I, ouais, je connais Non, avec. c'est Aurélien Maker, System.io. Ah non, je sais, ouais, je confonds. Aurélien Maca. Olivier Mais Roland, c'est plutôt avec le ils blog sont des potes. livres pour changer de vie, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me retrouve à son événement, puis on parle, etc. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, je suis à Bruxelles pendant 2 jours, tu es aussi à Bruxelles, est-ce que tu veux venir sur mon podcast? Alors, et tu sais, je lui ai dit ça normal, comme c'est mon podcast, c'était les journaux de TF1 en mode je suis établi, mais c'était mon premier invité, concrètement. Et Avant, bon, Olivier, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu étais déjà en contact avant ou c'est vraiment pendant l'événement que tu l'as, entre guillemets, closé pour ton podcast? yes, mais c'est de la vente, littéralement. Non, on s'était croisés à un événement à l'Olympia euh, pour lequel il était nommé. Et voilà, il y a 1 an et demi. Mhm.
Et je l'ai vu, on a parlé rapidement, puis je lui dis: «Bah, tu sais quoi, est-ce qu'on se ferait pas un podcast?» Ah, C'est comme ça que ça s'est fait. aussi Et du simplement que coup ça, quoi. Il n'y a pas eu de… ouais, c'est ça, c'est T'es ça. Bah, qui, après toi? j'ai C'est quoi? non, T'as combien de personnes sur ta… Moi, ça m'arrive, hein, il y a des non, personnes à qui je demande des interviews, ils me disent, t'as combien de personnes sur ta liste email? Même si ouais, je peux mais comprendre la demande, c'est vrai que tu peux pas, tu donnes et puis tu reçois. Mais bon, ouais, non, mais c'est c'est bizarre quand même. moi, Personne moi, va… à mon avis, c'est les gens qui font ça, ils perdent tellement, ils perdent tellement. Mmh. Guy, là, tu es au point où tu es aujourd'hui, mais dans 10 ans, vu comment tu bosses, vu ta motivation, vu ta détermination, vu ce que tu fais, si ça se trouve, tu seras en train de présenter 7 à 8 sur TF1. J'en sais rien. Ou peut-être que tu seras, t'auras Bon, c'était peut-être pas le bon exemple. Je déteste. Je ouais, déteste. oui, non, mais c'est un Mais je vois exemple. ce Ou que tu peut-être veux que tu dire. auras, Ouais. ou peut-être que tu auras une agence, ou peut-être que tu seras un mogul, un entrepreneur, je sais pas, à 8, on n'en sait rien, quoi, tu vois. Donc, déjà, faut toujours prendre la personne au point où elle est et on grandit tous ensemble, on se donne tous de la force ensemble. Tu vois, là, tu m'interviews aujourd'hui, mais il y a un an, j'étais pas là où j'étais aujourd'hui. Même il y a 3 semaines, j'étais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais, et Tu dans vois, un an, ça sera autre chose. exactement. Donc, c'est pas une question de chiffres, c'est une question de bah, est-ce que la personne, est-ce que tu la sens bien, est-ce qu'il y a un feeling, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est. Ouais. Et c'est toujours un bon C'est exercice. vraiment cool quand même, hein. Comme premier gars, bam, Olivier Roland. euh, c'est quelqu'un quand même de très inspirant. En plus, c'est Ouais, un putain de dinosaure quand même. Tu vois, il fait ouais. partie des premiers qui se sont lancés clairement euh, de façon en utilisant les canaux beaucoup plus modernes, quoi. Il y en a plein avant lui, mais vraiment ceux qu'on voyait tout le temps sur YouTube et tout, jusqu'à ce que cette nouvelle génération arrive, c'était que Olivier Roland. Olivier Roland, en plus, il est entrepreneur Mhm, dans le dur mhm, depuis, je crois, 19 ans ou avant, dans le dur, avant de mhm. passer sur la partie digitale. Donc, c'est le profil parfait pour une première interview comme ça. Clairement. Clairement, clairement. Et et ça s'est fait, ouais, du coup, quand il m'a dit, parce qu'après Olivier Roland, c'est pour l'attraper, tu sais, les gens qui voyagent Tout beaucoup. le temps, Après, six voilà, mois après sur ça, c'est douce. voilà. Après, je suis habitué parce que j'ai beaucoup de musiciens, de danseurs autour de moi, donc ils voyagent aussi tout le temps. Mais le Mhm. Olivier Roland, lui encore, lui, C'est c'est une abusé, autre là, c'est échelle. abusé quand même. Donc C'est lui, abusé. quand je lui disais: «Eh bon, est-ce qu'on se fait le podcast?» Il me disait: «Bah, écoute, je sais pas, je te tiens au courant parce que j'ai peut-être partir au Maroc demain». Tu vois? Donc lui, il savait pas, C'est au pif, quoi. Il dit, ouais, ouais. donc moi, je savais pas. Et moi, j'étais à Bruxelles, j'étais censé rentrer sur Paris. Je ne savais pas si je faisais sauter mon billet, si je prenais les risques et tout. Et puis au final, je me suis dit, tu sais quoi, bam, j'ai fait sauter mon billet. Dans le sens, bah, j'ai perdu mon billet de train. Je me suis dit, bon, on verra bien. Au pire, je prends ces risques. Et quand il m'a dit oui, je suis parti acheter un micro. J'avais même pas de micro pour faire l'interview. Je suis parti à la Mhm. Fnac. J'ai acheté un micro. J'ai appris à m'en servir en une demi-heure. Et voilà, je suis parti je suis parti le retrouver à l'hôtel et on a enregistré le podcast. Et après, quand j'ai eu Olivier Roland, je suis parti voir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Je leur ai dit, hey, j'ai eu Olivier J'ai Roland dans Olivier mon Roland. podcast. Qu'est-ce que tu fais? Et après, quand j'ai eu Aurélien Macaire, j'ai fait, hey, j'ai eu Aurélien Macaire, Olivier J'ai Roland. Olivier Après, quand j'ai Roland, eu ouais. Jean-Luc Monteagudo, je fais, hey, j'ai eu tel. J'ai eu tous tes potes, en fait, sauf toi. Ouais, Qu'est-ce que pas tu fais? forcément des potes, mais des gens qui sont, entre guillemets, validés dans le milieu, tu vois. Yes, Tu vois, yes. ils ont comme une douleur que, ouais, ils sont passés, il faut que je passe aussi parce que, tu vois, c'est de la vente, hein, ça, c'est du closing, c'est du C'est de la closing. vente. Ça, ben là, en termes de marketing, on appellerait ça de la preuve sociale. Et la De preuve la sociale, preuve clairement, sociale clairement, clairement. slash autorité. Olivier Roland. Yes. Ouais, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait aussi, la méthode. Ouais. Moi, j'appelle ça plus la méthode à la Antonin Archer. Je sais pas si tu connais de Si, Nouvelle si, si. École. Ben, Si. moi, dès qu'il y a une personne qui m'intéressait, que j'arrive pas à directement contacter, je m'en vais interviewer tous ces potes, mais des personnes qui sont intéressantes, qui ont des choses à partager. C'est pas juste, Yes. juste que des personnes qui, juste parce qu'ils sont potes, non, ils ont des trucs intéressants à partager. Et c'est Yes. comme ça que de fil en aiguille, lorsqu'ils se rendent compte, merde, il a interviewé tous mes potes, peut-être 10 potes. Et là, bam, directement, c'est plus facile, quoi. C'est même pas moi qui fais la demande. Ce sont les potes, en fait, qui me disent que, hey, il y a le petit là, il faut aller voir ce qu'il fait, c'est Ouais. intéressant. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est les meilleurs marketing. C'est ce qui s'est passé avec Stan Leloup. Je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. Moi, je suis dans Ouais, voilà. son mastermind, les insiders. J'ai eu aussi Super. Paul, son bras droit. Mais pour Stan Super. Leloup, c'est vrai que c'est c'est un profil quand même assez particulier. Quand tu parles de Stan Leloup, j'ai l'impression de te voir
toi un petit peu, mais avec un regard de quelqu'un qui est dans l'artistique, quoi, avec un esprit Ah très ouais. marketing, tu vois. Ça, c'est parce que j'ai des Je sais pas si tu vois ce lunettes. que je veux dire. Ça, c'est Non, parce que j'ai. non, pas physiquement. Non, pas physiquement. Je veux dire, Ok. des profils comme toi dans l'art, c'est pas commun en fait. Sauf si on remonte loin Ah. au niveau des maisons de disques. Mais généralement, ils sont très, très, très. C'est un peu comme les développeurs de l'époque, là, tu vois. Ils sont très, très, très. Hmm. Mon truc, là, ils regardent pas autour, quoi. Ils regardent pas que, ouais, ce que tu rêves, là, il faut déjà voir si, euh, du point de vue analytique, c'est faisable. Il faut regarder les stats, il faut. Ouais. C'est un Ouais. petit peu ça. Et lui, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport enfin, ayant déjà côtoyé un petit peu les gens qui sont autour de lui. Et pareillement pour toi aussi, avec l'échange qu'on a, l'art, mais tu restes clairvoyant en fait. L'art, mais je sais prendre de la hauteur pour savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, tu vois. Mhm. Ouais, carrément, carrément. Bah, c'est cool ça. Et pour Stan, est-ce que tu veux raconter comment le feat s'est fait, comment Bah écoute, comment le feat s'est fait, j'étais en studio, puis je l'ai appelé, je lui ai dit Stan, viens poser un couplet, viens poser ton flow. Non, C'est vrai qu'il était en j'ai. promo pour son bouquin et tout, mais bon. Ouais, non, non, en fait, ce qui s'est passé, en plus, j'ai failli passer à côté de ça. Je me suis dit, vas-y, il m'envoie encore une newsletter. Je reçois un mail un jour, c'est marqué Stan Leloup, podcast. Donc, je me dis, bon, il m'envoie, c'est encore Marc, Marc, ouais, son c'est encore son Marc assistant. qui veut récolter les questions Ouais, donc je me dis, bon, je vais pas ouvrir. Mais après, je vois quand même podcast. Donc, je me dis, ah, peut-être que Stan, je sais pas et tout. Et après, j'ouvre le mail, je fais, ouais, salut Ntoi, écoute, Stan, comme tu le sais peut-être, il va sortir son livre. Est-ce que ça t'intéresserait de l'interviewer, tu vois, qu'il vienne sur ton podcast? Donc moi, je suis, bah, c'est cool, mais je suis sceptique de fou. Je me dis, attends, mais déjà, comment est-ce qu'il m'a trouvé? Est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que c'est un truc, je sais pas, tu vois, alors que c'est Stan Leloup, c'est sérieux. comment il sait déjà, tu C'est vois. c'est sérieux. Donc, je pose des petites questions pièges juste pour m'assurer. Je fais, ah, ok, mon podcast d'ailleurs, bah, comment est-ce que tu l'as connu? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que... En plus, Et Stan, en il fait, fait pas d'interview. Moi, je le vois pas. Il fait, à part, ouais, avec les Antoine BM au début et tout, mais sinon, généralement, il est plus réservé, quoi. ouais. Et du coup, je pose des questions, je suis vachement sceptique. Et je suis de plus en plus sceptique maintenant. Parce que, en fait, bah, tu sais, on vient souvent de contacter sur le web et parfois, c'est des choses qui ne sont pas alignées avec toi. C'est des choses, bon, je n'en parlerai pas là dans le podcast, mais Ouais. tu te dis, ouais, non, mais laissez-moi Même le tranquille. fait que c'était quand même marque de marketing mania, qui sont plutôt des personnes qui ont une certaine éthique. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je me dis, bon, ben, ok. Il me dit, oui, non, donc je lui demande, ouais, ben, comment est-ce que tu as connu? Il me dit, ben, écoute, ouais, je faisais des recherches, puis je suis tombé sur ton podcast La Percée, puis j'ai vu ça, puis j'ai pensé que j'ai bien aimé ton anglais. Donc, ça me paraissait vrai, en fait. Ça Mhm. me paraissait personnalisé, pas juste un mail qu'il a envoyé à 50 000 Ah, personnes. ouais, ouais, ouais. Il avait Donc, regardé ce que tu faisais, ouais. ouais, ouais, mais c'est la moindre des choses. Et du coup, je me suis dit, bah, ok. Et c'est comme ça que ça s'est fait avec Stan. Donc, on s'est parlé sur Zoom, comme on est en train de parler maintenant, toi et Ouais, moi. trop cool, trop cool. Et en plus, on va mettre le lien en description. C'était plutôt une très, très belle interview. Tu fais partie des rares personnes qui ont réussi à faire rigoler Stan en plein interview. Mais ça, c'est parce que je raconte beaucoup de bêtises. Le mec, on le voit, il éclate et on dit, ouais, c'est Stan là ou peut-être il n'a pas vu que la caméra tournait. Ouais. Non, si, il savait que ça tournait. Trop ouf. Donc, Trop bien. la percée, je sais que tu accompagnes des personnes aussi justement pour lancer leur propre podcast. Je crois que tu dois me vendre Ouais, soit de la formation, soit un accompagnement, genre un les coaching, je ne deux. sais pas trop. OK. Les deux, ouais. Euh, Explique-moi un petit peu ça. Comment est-ce qu'on vend un tel produit? Comment moi, explique-moi, je me fais coacher en live, hein. Comment est-ce que je pourrais, Allez. moi, comment est-ce que moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai peut-être pas la même expérience que toi. Ça fait combien? Ça fait environ 54, 55 interviews que j'ai fait. Et ça fait un an que je fais le truc. Comment est-ce que moi, Hmm. je peux, euh, par exemple, vendre ce type de prestations? Qu'est-ce que tu mets en Mhm. avant, en fait? Ok. Il y a plusieurs choses que je mets en avant. J'ai testé tellement de choses. Tu sais, au début, ah si, quand même, dès la première fois, ça s'est vendu. Mais c'était pas un flux régulier. Et en fait, comment est-ce que tu fais? C'est le contact que tu crées avec les gens, tout simplement. C'est vraiment ça. Puis, tu appliques certains principes de marketing
comme les principes de résultat. Tout simplement, tu ne vends pas une formation, tu vends un résultat, bah, ton podcast sera lancé ou ton podcast sera monétisé. Voilà, et tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard d'écoutes. En fait, c'est surtout ça. C'est je t'aide à atteindre tel résultat Mais c'est ce que sans tout le monde faire. dit, en fait, que si tu n'as pas un certain nombre d'écoutes, ben, tu ne peux pas prétendre Ouais, soit faire de la presta pour des personnes qui veulent ouais, lancer la podcast comme toi, ou même peut-être du sponsoring, parce qu'il y a d'autres façons de monétiser qui peuvent être ouais, d'avoir des sponsors qui vont te demander des métriques, des datas ouais, qui ne rentrent pas forcément peut-être dans leur standing, quoi. ouais. Mais Guy, est-ce que tu as vu mon nombre d'écoutes sur mon podcast ou pas? Il y a juste les datas de YouTube, mais le podcast en lui-même, je ne sais pas ce que tu utilises comme outil. J'ai pas... Bon, bah écoute, là je sais pas, j'ai pas devant moi, mais j'ai des podcasts, pour la plupart, ils ont pas dépassé 50 écoutes. Non. Mais si. Enfin, pour la plupart, peut-être que j'exagère, mais j'ai beaucoup de podcasts, si on fait les moyennes, si on regarde juste sur les plateformes de streaming, du moins C'est quoi ton agrégateur de podcast? Tu utilises je suis quoi? sur Encore. Encore aussi, ouais, Encore FM, Ouais. c'est le même que j'utilise. Ok, donc si on regarde mon Encore, mes écoutes, elles sont pas ouf. Et je m'en fiche, tu vois, c'est pas ça que je recherche. Comme tu vois, je te l'avais dit, c'est dans une stratégie globale. Tu vois, c'est Mhm. pas d'avoir le plus gros podcast, c'est dans une stratégie vraiment de personal branding. Donc c'est cool. Mais pourtant, avec si peu d'écoutes, j'arrive à avoir des invités de renom. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Comment est-ce que tu fais quand ta force de frappe, ta force de vente, c'est pas ton nombre d'écoutes? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire: «Ouais, bah, écoute, j'ai 100 000 écoutes, tu es sûr d'avoir 100 000 écoutes, viens sur mon podcast ou paye-moi, comme ça tu es sûr que ton message sera passé devant 100 000 personnes». Mais moi, j'ai pas cette force de vente. Je l'ai pas. Je l'ai pas, j'ai pas envie de commencer à faire du gros hacking de malade et enfin, j'ai la flemme, tu vois? C'est pas ça mon projet de base, je suis Mhm. artiste de base, tu vois? Je suis pas podcasteur. Pourtant, j'y arrive. Pareil pour la monétisation. Mon podcast, ça a été un de mes plus gros vecteurs d'acquisition de prospects, de clients, avec le nombre d'écoutes que j'ai, en plus de ça, qui ne sont pas Ouais, extraordinaires, mais c'est ça m'a impressionnant permis, quand même. ça m'a permis, voilà, bah, c'est mon taf aujourd'hui, tu vois. C'est mon Ouais. travail. Et voilà, donc j'apprends tout simplement ça. Donc j'apprends euh, comment lancer un podcast sans X, sans Y, sans Z, parce que voilà, les gens, ce qui leur fait peur souvent, c'est des histoires de technique, c'est des histoires aussi de, comment dirais-je, d'estime personnelle. Donc, Mhm. je joue sur ces canaux-là, Confiance en soi, ouais. exactement. Et aussi, bah, d'un autre côté, bah, c'est les podcasteurs qui ont déjà lancé leur podcast. Mais comment est-ce que tu fais pour que ce podcast te rapporte plus que 5 euros parce que tu as mis un lien d'affiliation sur Amazon ou sur Audible ou je sais pas quoi, tu vois. Yes. Et du coup, au-delà ces prestats que tu vends en termes de formation, de coaching, Ouais. euh, comment est-ce que tu monétises ton podcast? Ou alors, avec ça, tu réussis à vivre amplement de ton podcast, de ton média podcast? C'est comme ça que je le monétise. Moi, le sponsoring, peut-être que ça va changer, hein, et peut-être que si je trouve quelqu'un qui est vraiment en accord avec ma vision et avec qui je suis en accord avec sa vision également, euh, ça se fera, mais je veux pas faire de sponsoring. Je me dis, attends, mais même si c'est que 40 écoutes ou 100 écoutes ou peut-être 10 000 écoutes pour certains, je vois pas pourquoi tu vas venir mettre ta publicité Coca-Cola ou ta publicité je sais pas quoi sur mon audio devant les gens qui m'écoutent. En fait, pour moi, c'est un peu comme les trahir. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Tu Mhm. vois, par exemple, même c'est pareil avec YouTube. Pourquoi est-ce que je vais mettre une publicité pour Fanta alors que c'est une boisson que je bois même pas dans mon contenu? Tu n'es même pas J'ai tenté à pas- le mettre pour ne serait-ce que faire référencer ton contenu. peut-être que ça va changer, hein, mais parce que j'ai pas envie de dire je ferai jamais ça, nana. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux pas. Je me dis c'est non, j'ai pas à leur donner ça. Ils seront pas d'accord avec mes valeurs et j'ai pas besoin d'eux. Donc non, Moi, non, non. j'ai beaucoup hésité quand même par rapport à ça dès le départ quand j'ai lancé. Et puis là, de plus en plus, je me dis que ben, si tu es dans une certaine cohérence, comme ce que tu as, à peu près dit, de faire entrer des personnes qui sont dans la même logique que toi, qui partagent les mêmes Ouais, valeurs que toi, et en plus, des produits qui sont cohérents à ce dont tu parles. yes. Par exemple, tu as reçu un Aurélien Hamaker et tu parles de temps en temps aussi de marketing dans ton podcast.
Ouais. serait logique peut-être que tu mettes en avant peut-être son outil système IO parce que c'est un produit Yes. qui peut clairement les aider. C'est pas du placement de produit, hein. On n'est pas sponsorisé par Aurélien Macar, c'est un exemple. Donc, il serait logique que tu leur proposes ça pour ceux de tes auditeurs qui sont dans le milieu du marketing et qui pourraient potentiellement avoir besoin de ce Clairement. produit-là, quoi. C'est plus Clairement. vers ça que moi je suis tenté. Pourtant, au départ, j'avais ce blocage, là, mais je suis plus tenté vers Non, ça. bah, let's go. Tu devrais tellement le Ouais. faire. Tu devrais. Bah, moi, c'est On ça. va lancer un nouveau podcast bientôt pour les Super. finances personnelles. Là, c'est clair, quoi. Il y a un sponsor qui est déjà derrière pour cela et Bah, tout. super. Mais, Super. Moi, si, franchement, Guy, moi je t'en voudrais. Je t'en voudrais si tu as un truc, tu sais que ça peut m'aider, si tu as un remède et tu dis, ouais, non, mais je sais pas si je devrais en parler à Antoï parce que je sais. Si c'est cohérent, let's go, mais vends-moi, tu vois. hmm, Oui, je le veux, tu vois. Donc là, ouais. dans cette optique-là, ouais, moi aussi, parce que je fais aussi de la vente dans mes podcasts, en quelque sorte, je vais dire, oui, Ouais, j'ai tu lu fais du tel livre. placement, mais de tes propres produits. Ouais, mais C'est la même c'est logique, quoi. Ouais. c'est surtout ça. Mais par exemple, là, je t'ai dit que je lisais l'autobiographie de Sting. Bah, quelqu'un Mhm, qui veut lire l'autobiographie de Sting, bah, dans mon podcast, je vais mettre, bah voilà, truc mentionné dans le podcast, autobiographie de Sting. Voici le lien si tu veux l'apprendre. Et voilà. mhm. Et j'ai eu des sous comme ça. Mais j'ai eu des sous comme ça. Mais en fait, c'est des choses où tu dépends beaucoup trop de la chance, en fait. Ouais, en Tu plus, dépends beaucoup trop de la c'est chance. pas grand-chose, hein. C'est combien? C'est 10% moins quand c'est trop. Mais c'est Je sais même pas pas. compter. Tu vois, c'est-à-dire que je sais même pas tellement que ça me. Quand tu as une petite audience comme moi, c'est pas intéressant. Encore, si j'avais une audience, je sais pas, de quelqu'un d'autre, là, je dirais, bon, écoute, au pire, De Stan c'est tout. Lelo. Par exemple, ça vaut toujours le coup, mais même, tu vois, Stade de Loup, il fait pas ça. Il fait pas Il va ça, te ouais. vendre, il Par- va te vendre ses produits et ses formations. Et pour moi, Ouais, mais c'est par rapport à une stratégie beaucoup plus globale, quoi. Il compte bah voilà, ouais, il a une façon, le branding. Il a un certain branding qu'il a mis bah en avant voilà. et qui, ouais, Bah, c'est ouais, pareil. quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Bah, c'est dans la même, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans une Hmm. logique globale. C'est pas, ouais. Yes. Et ouais. Du coup, bah, j'avais une question que j'allais poser après, mais tu as déjà répondu indirectement par rapport justement à ta stratégie pour diffuser, pour montrer ton podcast au maximum de personnes. C'est clair que tu postes clair, sur les réseaux standards et tout, mais il n'y a pas un truc poussé de growth hacking un petit peu derrière, vu ce que tu viens d'expliquer, quoi. Non, je cherche pas, pas plus que ça. Tu sais, il y a des personnes qui vont s'habiller juste avec un t-shirt et un pantalon, qui vont acheter ça, qui vont mettre ça et ça va leur suffire. Elles vont pas chercher à te mettre une veste, à te mettre un chapeau, à te mettre des lunettes de soleil, et cetera. Et Mhm, moi, pour l'instant, c'est pareil avec mon podcast. Il est là, il fait sa vie, il a pas froid, c'est cool. Je cherche pas plus que ça. Peut-être que ça changera demain, mais mhm, aujourd'hui, j'ai pas plus d'ambition que ça de le faire grossir. Ce que je veux plus, c'est que ça soit quelque chose qui reste pour la postérité. Ou mhm. si j'ai des enfants un jour, mais ils pourront m'entendre parler de quand j'avais 25 ans, 24 ans. Tu vois, ça représente plus le monde. C'est plus dans cette logique-là. Ou même d'avoir des conversations inspirantes avec des gens que j'écoutais quand j'étais enfant, dont je chantais les chansons à des spectacles de primaire ou je sais pas quoi, ça a plus de sens pour moi. Et c'est ça que j'essaye de faire. Là, le nombre d'écoutes ou de le faire connaître par plus de personnes, je dis pas non, je pourrais pas dire non, je m'en fous, c'est mal. Super, let's go, donnez-moi. Mais c'est pas, j'y pense pas en fait. J'y pense pas. Yes. Et est-ce que tu peux parler un petit peu des chiffres, tu vois, à peu près, on ne te demande pas de dire combien tu gagnes globalement par mois, mais combien est-ce que tu peux rapporter par mois en faisant des placements de tes propres produits sur le podcast? Peut-être pour ma propre curiosité, bien sûr, mais pour les autres qui se demandent combien est-ce qu'on pourrait gagner avec un podcast Yes. qui n'a pas forcément une grosse, très, très grosse audience on est dans quelles eaux à peu près, peut-être? Ça dépend. Ça dépend de tellement de choses. Déjà, là, j'ai un peu freiné, mais dis-toi que je sortais des programmes en ligne toutes les 2 semaines. C'était mon rythme de publication. Donc, je pouvais gagner parfois par programme minimum, je ne sais pas, 50 balles, quand je pouvais en gagner 400. Quand tu parles des Et programmes, tu parles des programmes de formation. Ça veut des dire que tu as programmes en ligne, plusieurs des différents. formations. J'en ai un peu moins d'une dizaine aujourd'hui.
Ah, ok. À chaque fois, ce sont des produits différents que tu mets en avant, quoi. C'est ça, qui répondent à un problème spécifique. Tu Dans, vois, un problème dans le podcasting. dans le podcasting et aussi si on prend d'une manière un peu plus globale, puisque comme je t'avais dit, j'ai une vision qui est assez brandée autour de ma vie. Bah, tout ce que j'ai pu apprendre sur ma route en tant qu'artiste entrepreneur, comme je te l'ai dit, ce sont des choses que j'apprends également. Par exemple, Développement comment, personnel. pas tout à fait, mais comment se créer des contacts, tout simplement. Comment se créer des contacts, c'est quelque chose que tu peux appliquer pour ton business comme pour le podcasting. Comment est-ce que tu fais pour trouver des interviews? Bah, c'est par des contacts, c'est par de la relation, c'est par de la vente, c'est par du networking. Donc, c'est quelque chose que j'apprends dans mes programmes. Comment aussi, j'ai sorti des formations sur la créativité. Mhm. Je pensais que c'était quelque chose de naturel, mais pour certaines personnes, il y a des blocages. Et elles sont il y a des musiciens qui sont incroyables, qui peuvent te jouer des musiques. Moi, je pourrais même pas te jouer une note. Mais quand tu vas leur dire, bah, écoute, est-ce que tu peux me faire écouter un truc que tu as fait toi? Eh ben, ils vont dire non, j'arrive pas à composer, il n'y a rien qui sort, je sais pas quoi. Donc, j'ai aussi fait des programmes autour de la créativité. En fait, tous les aspects de ma vie que j'ai pu explorer, bah, j'ai des formations quasiment dessus, enfin, sur tous ces sujets-là pour l'instant. Donc, pour te répondre concrètement, ça dépend du nombre de programmes que j'écoule, ça dépend de ça. Mais c'est pas le gros du truc. C'est pas le gros du truc parce qu'encore une fois, je fais pas encore. Tu vis de d'autres trucs, forcément. Ouais, j'ai pas encore mis en place le vrai marketing en ligne parce que j'avais d'autres priorités, parce que je crois Sujet, ouais. vraiment, je crois vraiment au pouvoir de contacter les personnes directement et de faire de la vente directe. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais voulu avoir plus tôt. C'est avant de chercher à mettre plein de sous sur Facebook sans comprendre comment ça fonctionne, sans savoir comment créer une offre, les besoins de ton prospect, le résultat que tu apportes, toutes ces choses-là, comment est-ce que tu fais pour le convaincre, pour le persuader. Si tu ne sais pas le faire gratuitement, tu ne sauras pas le faire en payant. Ce n'est pas parce que tu vas payer 50 euros, 100 euros, 300 euros sur Facebook que ça va fonctionner. Bon, après, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la publicité Facebook qui sont payés parce que ce sont des gens qui, tu leur donnes n'importe quoi, même une bouteille d'eau, ils vont trouver un problème, un besoin, nanana. Mais quand tu ne sais pas faire ça, il faut que tu apprennes à le faire en générant des leads manuellement. C'est pas cool, c'est pas sexy quand tu commences, mais après, là, tu travailles sur le long terme et tu as des vrais skills. Et tu ne dépends pas de ah, l'algorithme Facebook a changé, ah, l'algorithme. Non, tu dépends de bah, écoute, il faut que je retravaille mes techniques, mes skills de vente, de persuasion et de marketing. Et voilà, donc ça, donc, j'ai pas encore mis en place les gros outils modernes, donc publicité Facebook en masse pour mes programmes en ligne. Donc, c'est à la force de ce que je travaille. Néanmoins, tu as une autre partie qui est la plus grosse partie, c'est la partie accompagnement. C'est la partie accompagnement. Si tu regardes bien, déjà, bon, les programmes en ligne, pour te donner des chiffres, ma formation sur le podcasting, aujourd'hui, à l'heure où on parle, elle est à 397 euros sur mon site. Ntoi.com, placement de produit. Ouais, on va le Voilà. mettre aussi en description. Elle Mais est, tu sais, toyi.com, c'est ça. tu t'es pas cassé tu t'es Non, pas- tu sais ouais, franchement, j'en ai marre. Tu vois. Donc, sur ntoi.com, tu regardes, bah, déjà, tu vends une formation par mois, bah, tu vas peut-être gagner plus que certains youtubeurs qui ont je Attends, sais pas, le truc de YouTube. bien sûr. On retrouve directement ton podcast dessus, non, j'imagine, la percée. Ouais, Ou c'est j'ai un tout mis. site à part. Non, j'ai tout mis dessus. Il y a Ok. tout dessus. Tu vas me On va voir mettre faire ça en description. faire des saltos comme me faire voir du marketing. Tu vois, c'est pas la meilleure chose à faire, mais comme c'est dans une globalité, on va dire que ça passe. Mais ouais, donc Ouais, et à côté de ça, il y a du coaching que tu vends. Je veux dire, si on voilà, part du principe que ouais, tu peux vendre une formation par mois, en plus de juste ça, ça. avec du coaching aussi, ça permet d'avoir Disons déjà juste, un petit peu. bah oui, si tu as 40 écoutes par mois, est-ce que tu ne penses pas que si tu proposes une formation qui est dans la lignée de ton podcast, dans la lignée des principes que tu enseignes dans ton podcast, que tu transmets de tes invités, tu ne penses pas qu'une personne, une, va pouvoir t'acheter quelque chose? Et là, c'est un programme en ligne. Les programmes en ligne, en général, c'est moins cher que les accompagnements. Ce n'est pas le même tarif parce que les programmes en ligne, on n'achète pas ton temps. Tu vois, on achète une Mhm. vidéo, en gros. Tu l'as tourné une fois et puis elle reste online. Et Voilà. lorsqu'on te sollicite personnellement, généralement, ça peut être du x5, x10 même parfois, parce que c'est ton temps que tu accordes ou tu es comme ça à l'épaule de la personne et tu lui dis presque
quoi faire, quoi. Et c'est beaucoup plus Ouais. percutant. Donc, c'est gagnant-gagnant en plus, hein. C'est pas juste que c'est toi qui fais des gros sous derrière. Tu donnes de ton temps pour la personne, tu gagnes de l'argent pour ça, ce qui est tout à fait normal de façon décente. Et la personne aussi a une aide beaucoup plus poussée que si elle doit juste écouter les programmes vidéo et procrastiner ou ne même pas écouter l'intégralité du Ah mais programme, quoi. clairement, clairement et ça c'est ça le problème avec les programmes, hein. Tu sais que moi j'ai des personnes qui et ça me brise un peu le cœur, mais qui achètent mes programmes, mais que je les rappelle 2 mois après, ils me disent: «Ouais, non, j'ai pas fini» ou «J'ai mis en pause» et après, tu vois, bah, je suis le Mm. père de personne, donc je vais pas leur dire: «Ouais, non, il faut que tu appliques, nanana». Ouais. Donc moi Bah, ça ça, me c'est brise, je dis: l'être «Bah, humain, hein. ça C'est c'est» l'être humain. voilà et pourtant ils ont payé. Ils ont sorti des Ouais. sous. Alors qu'un accompagnement, crois-moi que quand tu mets un certain truc un certain montant et qu'en plus, on s'appelle toutes les semaines et que je te demande: «Bon alors, qu'est-ce que tu as fait?» «Ah OK, fais voir». Tu as une pression psychologique de préparer quand même, même si tu fais un truc vite fait, mais tu vas au moins C'est faire ça, quelque bah, chose. c'est comme les devoirs à l'école, tu vois? Sauf que Ouais. voilà, c'est les Américains, ils appellent ça l'accountability. C'est ouais, tu es responsable, tu es responsabilisé en quelque sorte. Yes. Hem, c'est quoi ta relation avec, la spiritualité? La Elle question est est très incroyable large, ta n'est-ce pas? question. Elle est incroyable ta question. Je m'y attendais absolument pas. Je pensais que tu allais me dire: «Ouais, c'est quoi ta relation avec l'argent ou avec le marketing?» Non, ma relation avec la spiritualité. Ben c'est parce que tu en parles aussi publiquement, tu vois? Je me suis dit que Ouais, je pouvais me ouais, permettre de te poser la question si c'est pas indiscret, si c'est bien sûr, mais pas, à quoi est-ce que tu fais référence? Qu'est-ce que tu as vu? c'est plus c'est dans tes stories, en fait. Ah ouais, qu'est-ce Plusieurs, que pas juste ce que tu as fait hier, mais en général, quand même, tu le dis pas aussi, de façon, claire comme ça, mais ça laisse un petit peu quand tu parles, par exemple, de méditation, ou bien quand tu parles aussi de de gratitude, en fait, pour moi, c'est pas très clair. C'est clair entre guillemets parce que pour toi, tu sais qu'il y a des forces qu'on ne contrôle pas qui peuvent être au-dessus de nous et il faut être conscient de ça. Mais en même temps, je ne sais pas si on se situe entre les trucs avec lesquels on nous a, entre guillemets, ça c'est mon expérience personnelle, bassiné quand on était jeune dans l'église, ou alors la spiritualité en tant que force naturelle de l'univers ouais, des choses que l'on vit mais que l'on ne peut pas clairement expliquer, mais on sait que ça existe, ouais, quoi. ouais, non, ma relation avec la spiritualité, c'est que je suis Je sais très pas si ma spirituel. question, je sais pas si Si, ça si, répond si, un mais peu à la question. elle est incroyable. C'est je m'y attendais absolument pas. Tu m'as vraiment pris le cours pour le coup. Je suis très spirituel. Quand je dis spirituel, c'est pas forcément attaché à une religion, mais je crois à l'esprit des choses, au fait que beh, c'est tout ce que tu as en fait. Là, je pense que véritablement et encore plus par les temps qui courent, ta spiritualité, c'est la seule chose que tu as. Même ta santé, tu ne la possèdes pas. Même ta santé, tu ne la possèdes pas. Là, en ce moment, tu vois, je suis au téléphone avec les urgences, tu vois, pour te dire avec tout ce qui se passe, avec tous ces trucs-là, ta santé, tu ne la possèdes pas. Voilà. Clair. Tu ne la po Ta spiritualité, là, surtout en ce moment, c'est la seule chose que j'ai. Parce que même ma san tu c'est la s l'argent, je sais pas si moi, mon argent, je l'ai vu partir, je l'ai vu revenir, j'ai eu des hauts et des bas et j'en aurai sûrement d'autres. Ta spiritualité, c'est la chose que j'essaie de nourrir chaque jour. C'est pour ça que tu vois de la méditation, c'est pour ça que tu vois de la gratitude, c'est pour ça que tu me vois chercher à inspirer à mon humble échelle, des gens. C'est de la spiritualité pour moi aussi. C'est pour ça que tu me vois faire du sport. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont pour but de faire que je me sente bien, tout simplement. Et c'est ça la base, c'est que tu te sentes bien, que tu sois reconnaissant qu'on ne te doit rien, que la vie ne te doit rien. Même si tu bosses, bah voilà, tu peux avoir des maladies, avoir des problèmes, tu peux te la vie, c'est tellement chaud, je trouve, toute proportion gardée parce qu'il y a toujours pire, il y a toujours moins pire, mais Ouais. la vie, c'est tellement dur, il y a tellement de choses qui peuvent t'angoisser, il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver, que ta vie peut tellement basculer en une journée que si tu as pas la spiritualité déjà avec la spiritualité, c'est dur, mais sans spiritualité, c'est presque du suicide. Donc la spiritualité, c'est quelque chose que j'essaie de nourrir
chaque jour. J'en parle dans mes musiques, j'en parle partout dans tout ce que je fais. Parce que pour moi, c'est l'essence de notre existence. C'est plutôt, c'est plutôt intéressant, ouais. Ok. Ça venait du cœur, là. T'as failli me Ouais. faire pleurer, t'as failli me faire pleurer avec tes bêtises, là. Je pensais qu'on allait parler de marketing, moi. Ouais, c'est quoi est-ce que tu as des orgas comme ça, des rituels? Comment est-ce que parce que je sais au vu de tes stories, je sais que tu es quelqu'un de très, très discipliné, la discipline pour retrouver sa liberté. Je sais que tu es quelqu'un de très, très, très discipliné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes orgas? C'est quoi la journée type de Ntoyi? Hmm. Je regarde Netflix et je chill. Ah, c'était fou de ma gueule. Ouais, ouais. Euh, Ma journée type, c'est que pour l'instant, je me réveille et je cherche à me tenir le plus loin possible, le plus longtemps possible du monde extérieur. Donc, les WhatsApp, les Instagram, les Facebook, toutes ces choses-là au matin, ça fait des années hein, que j'essaye de me séparer de ces choses-là, de pas les connaître, de pas les consulter, de pas faire des choses du checking en quelque sorte, de checker, Hmm. ah, j'ai pas eu de message, ah, j'ai pas eu de DM, ah, j'ai pas eu de, ok, non, tu vois, je coupe mon téléphone. Maintenant, un peu moins parce que on est dans un contexte particulier, mais sinon, je ne prends pas mon téléphone avant une heure particulière et les gens qui me connaissent savent que bah, je ne leur répondrai pas avant une heure Bon, particulière. ouais. Et ce temps-là, c'est un temps que je prends pour lire énormément depuis des années. Pour écrire, je fais beaucoup de journaling où j'écris mes pensées, ce que je pense, la vision, etc. Pour Sûrement le mail méditer. privé aussi, on va le mettre en description. Je crois que c'est Oui, oui, oui. quotidien, non? C'est C'est quotidien où tu le quotidien. fais? Ok. Quotidien, ouais. Ah, mais j'envoie un message tous les matins dans lequel bah, je partage ce que j'apprends en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste. Ce sont des mails qui sont courts, dans lesquels j'essaie de dévoiler des choses. Enfin bref, c'est vraiment des mails qui sont là pour la postérité. Hmm. Donc je les écris aussi et je prends le temps. Je prends le temps. C'est ça une journée type, c'est que je prends le temps. Ma journée, elle se joue essentiellement le matin parce qu'après l'après-midi, je suis KO. Et j'ai souvent la flemme aussi. Donc, j'essaie de concentrer tout sur le matin. Et après, l'après-midi, ce que je fais souvent, c'est que je bosse sur mon business. Donc, le matin, c'est plus tout ce qui est créatif. L'après-midi, je fais mes accompagnements. Donc, souvent, mes accompagnements, sauf cas de force majeure, je ne les fais jamais le matin. Je les fais tout le temps l'après-midi parce que je sais comment je fonctionne. Une fois que j'ai fait mes accompagnements, soit je vais faire un peu de prospection, soit je vais créer du contenu, soit je vais checker des choses, faire des démarches. Et après, le soir, j'ai souvent des regains de créativité. Donc, c'est ce moment-là que je vais utiliser pour créer ma musique. C'est ce moment-là que je vais créer pour danser. Sûrement pour faire une deuxième séance de sport, parfois. Et puis, le lendemain, si le jour est encore là, on recommence. Good. Euh, Restart, j'ai vu, tu été invité justement à l'événement c'est Restart, Restart. Les Restart Awards? Ouais, Restart. Ouais. Ouais, j'ai été nommé pour cette cérémonie. Et déjà, tu peux me dire ce que c'est. Je sais que c'est un événement où il y a plein quand même de grosses affiches. Je pense même Max Simoncini de Jaina Capital, il était invité là-bas. Je sais pas. Ouais, ouais, c'était sympa. Bah, c'est à cet événement-là que j'ai rencontré Olivier Roland pour la première fois parce qu'il était nommé pour cette cérémonie. Ah, ok. Et moi, j'ai été nommé pour cette cérémonie en octobre 2019 et Olivier Roland était membre du jury. Tu vois, ce qui est assez C'est drôle, pas comment la possible, vie, ça, c'est… non. Ouais. Je me suis dit, oh là là, j'espère que les gens vont pas dire, oh là là, Ouais. si j'ai le prix, et c'est parce qu'il y a Olivier Roland dans… Tiens, j'avais peur un peu de ça, puisque je l'ai eu en podcast. Mais non, c'est très bien fait et tout. Bref, cette Mais cérémonie, c'est c'est une ouf, ça, cérémonie… le karma. C'est incroyable la vie. Cette cérémonie, c'est une cérémonie qui récompense des personnes qui ont su rebondir après des échecs. C'est souvent des personnes qui sont des personnalités, tu vois, qui ont une communauté ou qui font des choses. Mhm. Et je me suis retrouvé nommé dans cette cérémonie. Donc, j'étais dans ma catégorie. Je pense qu'il y avait le fondateur de… Non, je sais même pas, je pense qu'il y avait le fondateur de Kiss Kiss Bang Bang. Il y avait le fond De grosses un startups, hein. avocat, des ministres, des trucs de malade. Et moi, je suis arrivé comme ça, avec mes locks et mon truc à l'Olympia. J'ai pas eu le prix finalement. Je pense que c'est le fondateur. Non, c'est pas le fondateur, c'était un ministre, j'ai oublié son nom, qui m'excuse, qui a eu le prix finalement.
Mais j'étais dans les nommés, en fait. J'étais nommé pour un prix et je me suis retrouvé dans cette Déjà, ça, c'est cérémonie. un prix, franchement. C'est une reconnaissance déjà de ce que tu fais en tant que personne, Ouais, de l'influence que tu as autour des personnes qui sont aussi autour de toi. mec, Bravo. la vraie reconnaissance, c'est j'ai demandé à ma mère, j'ai fait: «Maman, tu es déjà venue à l'Olympia?» Elle m'a dit: «Non, ça fait 30 ans que je suis ici, mais j'ai jamais mis les pieds dans le pavillon» Bizarre comme et question quand même. Je m'imagine moi en train de demander à ma mère. T'es et déjà voilà. le pied. Et du coup, bah, que ma mère vienne à l'Olympia, puis que plein de gens qui ont joué un rôle majeur dans ma vie viennent à l'Olympia, même que des artistes dont j'étais fan quand j'étais enfant. Moi, c'est toujours ça, hein, je veux juste réaliser mes Hmm. rêves d'enfance. Des artistes dont j'étais fan quand j'étais enfance, à qui j'ai envoyé un message, qui me disent: «Bah, OK, vas-y, je viens. On te soutient, on est avec toi». C'est ça la véritable récompense. C'est la communauté, c'est la postérité, c'est la vision. Trop cool, trop cool. Euh, T'as vu, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mourir sans regret. Ouais, ça me parle, ça me parle. Ouais. Juste ça. Je vais mourir. Ouais, ça, c'est une évidence. Tu penses? C'est une évidence, on va pas. Ah, Je ouais, pense, ouais, ouais. je crois que tous ces trucs de technologie et tout, c'est pas pour une autre époque, quoi. Ce sont nos intelligences artificielles, robotisation. Je pense que c'est Ouais, plus la génération d'après qui pourra peut-être bénéficier de ça, les enfants de nos enfants. ouais, Ça, ouais, ça va demander encore beaucoup d'années, même si ça avance très, très rapidement. ouais, Ouais, on pourra vivre peut-être jusqu'à 90, tout, et tout, mais je pense pas. Les trucs ouais. des êtres humains qui vivent à plus de 200 ans, je pense pas que ce soit de notre époque, quoi. Je suis pas sûr. Ouais, mais dis-toi aussi que il y a 300 ans, peut-être un peu plus, dépasser, je sais plus un certain nombre d'années, peut-être 40 ans, 50 ans, mais c'était fou, c'était fou. Ou même si tu remontes à la préhistoire ou peut-être même bien après, hein, dépasser 40 ans, c'était ça l'espérance Ouais, de vie. mais les parents de Donc bon l'époque, ils après faisaient 10 enfants parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre plus de la moitié, comme ça. voilà, Ouais. voilà, donc on ne sait pas, peut-être que déjà là, il y a des gens qui vivent bien 114 ans, 120 ans, ce qui est incroyable. Donc peut-être, je ne sais pas, avec les progrès de la médecine, mais si on est bien en train Ouais, de pourrir cette planète, mais bon, ça c'est autre chose. ouais, là, ça va être Peut-être compliqué, quoi. peut-être qu'on vivra plus longtemps, mais du coup, ouais, mon obsession, c'est juste de partir sans regret, de partir vide. C'est ça que Bon, j'aime bien. quitte à mourir, quitte à vivre longtemps avec le corps complètement en lambeaux, je sais pas, je suis pas trop sûr. Moi, j'ai fait un tour dernièrement dans les trucs de maison de retraite, la petite discrétion, mais j'imagine pas vieux, quoi. Mec, Enfin, pas avec, ouais, 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 ouais. c'est Mais je pense trop. que c'est encore l'esprit, mec. Tu restes un esprit. Tu restes un esprit. Tu restes un esprit. Et On va retenir. tes marketeurs, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast de... Mais au moins, on va retenir le fait de pas mourir avec des regrets, quoi. Il y a rien de plus douloureux, en tout cas. Du moins, quand tu écoutes soit les parents, soit des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, euh, tu vois à peu près à quoi est-ce que les conséquences ressemblent. Et merci vraiment pour tout ce partage. Moi j'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé ensemble. Merci. Et j'ai envie que tu me dises, peut-être, on a essayé de faire le distinguo entre la partie artistique et la partie marketing. Mais maintenant, pour ceux qui veulent un petit peu voir ce que tu fais, ton travail, que ce soit sur la partie artistique comme sur la partie marketing, professionnel, coaching et accompagnement, où est-ce que c'est où le meilleur endroit pour te retrouver? Le meilleur endroit, c'est de me contacter directement. Moi, je suis vraiment dans le direct response, dans le direct marketing. Je veux vraiment échanger avec les gens. Donc, le meilleur moyen, c'est sur Instagram, tu m'envoies un message. Instagram. Tu me dis que tu as écouté le podcast avec Guy, tu as écouté le podcast des brouillards, et juste, on parle. Et il y aura peut-être pas de vente, il y aura peut-être rien du tout, mais juste me dire que tu viens de ce podcast-là, c'est le meilleur moyen de me contacter.
c'est le meilleur moyen de voir ce que je fais aussi parce que tu pourras me dire, bah, écoute, moi, aujourd'hui, je vais écouter, enfin, tu vas pas me dire, je vais écouter de la musique. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai envie d'écouter de la musique. Non, mais tu vas pouvoir voir déjà ce que je fais et si tu me parles, bah, tu vas peut-être pouvoir te dire, ah, bah, tu devrais peut-être essayer ça, ou tu devrais peut-être écouter tel podcast, ou tu devrais peut-être essayer de voir telle formation. Et tu auras forcément, enfin, j'espère, à mon humble échelle, de la valeur, d'une manière ou d'une autre, juste par une conversation. Je pense que juste en discutant avec quelqu'un, tu as énormément de valeur. Donc ça, c'est le meilleur moyen de me joindre, c'est de me contacter directement. Maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est aller sur mon site ntoi.com. Donc là, c'est vraiment, j'ai vraiment tout mis. Tu as tous les podcasts, tu as toute la musique, tu as les concerts. J'ai mis aussi en avant un documentaire que j'ai sorti en décembre 2019 qui s'appelle Miser sur moi. C'est un documentaire où je partage toute ma décennie entre mes 2009 et 2019. Donc, c'est avec que des vidéos d'archives où je raconte un peu tout ce qui m'est arrivé dans les 10 dernières années, comment je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, ma vie. C'est vraiment plus personnel, mais c'est vraiment fait dans une logique de postérité et d'inspirer peut-être des plus jeunes pour leur montrer que tu peux passer d'adolescent complexé, en surpoids, limite What? dépressif, Surpoids? et bien sûr, bah, Les gens à te sentir bien. qui voient pas, qui vont pas voir la vidéo là, moi peut-être je suis plus gros que toi là. On aurait du mal à croire que tu étais en surpoids. Ça date des années 10 ans avant, d'après ce que tu as dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, j'étais pas non plus, j'étais pas obèse, mais j'étais différent d'aujourd'hui. J'avais une autre morphologie, j'avais un autre visage. C'est presque, même moi, quand je fais les images, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, pour te Mm. dire. Donc, il y a ce documentaire où tu pourras vraiment voir bah, l'évolution de quelqu'un qui avait 15 ans, il y a 10 ans, et qui avait 25 ans au moment de la sortie du documentaire. Et j'adore ce genre de contenu, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, sur ntoi.com ou Ntoi sur YouTube ou Ntoi sur ta plateforme préférée de streaming, partout. Enfin, on est Yes. partout par contre. Yes. On va mettre tous les liens correspondants en description. Donc, dernière question avant qu'on ne se sépare. Ce podcast s'appelle Débrouillard et on était vraiment dans le contexte de débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard, Antoine? Pour moi, un débrouillard, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui commence quelque chose avec ce qu'il a et avec ce qu'il sait. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai adoré Merci. surtout faire plus. Enfin, moi, je te connaissais déjà, mais indirectement. Donc, comme ça, en live, faire connaissance avec toi, c'était un vrai kiff. Merci beaucoup pour tout ce partage et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Merci de continuer de nous suivre sur nos différents réseaux. La première et la meilleure chose à faire pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, c'est d'aller directement sur les réseaux de l'invité, lui dire que vous avez écouté l'interview et ensuite de venir bien sûr sur mon podcast pour me donner 5 étoiles sur iTunes. C'est très Super. important, ça m'aide à monter dans les rankings et à toucher plus de personnes. Et aussi la newsletter où je vous partage les différents bouquins que je lis chaque semaine, mon autre podcast 10 000 codeurs, l'actualité, le nouveau podcast qu'on va lancer bientôt, mon patrimoine sur les finances personnelles. Merci à tout le monde. Merci Ntoi et à très Avec vite. plaisir. À très vite.